Et donc nous avons développé une connaissance du monde dans laquelle nous connaissons des objets. Alors ces objets ne sont pas les choses elles-mêmes. Ceci, c'est Kant qui l'a généralement dit, dans la distinction qui apparemment semble étrange entre la connaissance des phénomènes, c'est-à-dire des objets, et la connaissance des choses en soi. Nous connaissons des phénomènes, des objets, ce qui veut dire que nous ne connaissons pas les choses telles qu'elles sont. Et le développement scientifique consiste, si je puis dire, à faire une espèce de sélection épistémologique, comme on dit sélection naturelle, en retenant de l'expérience ce que nous pouvons réduire à la quantification et à la modélisation, même si nous n'avons pas d'explication globale de la cohérence de tous ces paramètres. C'est ce que nous appelons connaître par objet. Et c'est ce que nous faisons. Chaque fois qu'une science se déploie, c'est parce qu'elle a une méthode pour faire ce travail d'abstraction et constituer à la place de la chose même une collection d'objets. Et cet écart entre la chose et l'objet, c'est la condition de possibilité du savoir scientifique, c'est-à-dire du savoir technologique. Donc, quand nous disons connaître, il y a une énorme ambiguïté. C'est une ambiguïté qui, lorsqu'il s'agit de connaître, ce qui est tout à fait distinct de nous, en quelque manière, peut être passé sous silence. Après tout, les lois du mouvement peuvent être connues, même si nous n'avons pas d'explication physique du mouvement. Après tout, si nous pouvons maîtriser certaines propriétés de la lumière, sans savoir la nature de la lumière, nous pouvons survivre très bien à cette ignorance. Le problème est que plus nous rencontrons des phénomènes qui nous sont proches ou qui nous sont semblables, plus l'écart devient visible. Et cet écart, il culmine par exemple dans la médecine. Car la médecine ne nous guérit qu'à condition de nous traiter comme des objets. C'est-à-dire, il n'y a aucun malade dans les hôpitaux. Tant que nous n'avons pas compris ça, nous ne comprenons rien au problème de la santé publique. Dans les hôpitaux, il n'y a pas des malades. Il y a des gens réels, c'est-à-dire en train de mourir, depuis qu'ils sont nés en train de mourir. Nous sommes tous en train de mourir, et nous acceptons d'être traités comme des objets selon les dysfonctionnements de notre processus de mort, ces dysfonctionnements étant identifiés par les différentes branches de la médecine comme le dysfonctionnement de tel système glandulaire, de tel système musculaire, du système de respiration, c'est-à-dire d'objets. C'est-à-dire nous pouvons être, quand nous entrons dans un service spécialisé, nous sommes un cas de l'objet cardiaque, un cas de l'objet digestif, de la digestion, un cas de l'objet du dysfonctionnement du système nerveux, un cas d'objet un cas de l'objet du système des os et des articulations. C'est-à-dire que quand nous entrons dans l'hôpital, nous sommes consentants, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Nous essayons d'être traités par un spécialiste, comme la salle spécialisée de pointe, ce qui veut dire que nous acceptons de mettre entre parenthèses tout ce qui n'est pas intelligible à ce service en nous. Et l'un des problèmes de la médecine, c'est que si vous faites guérir de quelque chose, le reste n'est pas traité par le système, par le service dans lequel vous êtes, et donc il peut y avoir des effets secondaires, des contre-indications, etc. Le vrai problème de la santé, c'est quand nous sortons de l'hôpital, quand nous y entrons. C'est-à-dire quand ce que le savoir technologique peut traiter en nous interprétant par abstraction comme un objet, c'est-à-dire en tenant compte des paramètres et des modèles qui sont mis au point par cette spécialité médicale, une fois que nous avons été traités ainsi, reste le problème de la santé de l'individu réel. Est-ce qu'on s'en remet? Est-ce que le traitement laisse des traces? Est-ce qu'il n'a pas détraqué quelque chose à côté? Enfin, tous ces problèmes. Donc, la santé et la question de la santé du malade est suspendue quand on entre dans l'hôpital et elle réapparaît quand on sort de l'hôpital. Et quand je dis ceci, c'est évidemment, je dis une chose tout à fait banale, à savoir que quand nous avons accès à nous-mêmes comme
vivant, ça n'est jamais quand nous sommes en bonne santé. Quand nous sommes en bonne santé, nous ne savons même pas. C'est le silence des organes, nous ne percevons pas. Nous nous intéressons à des tas de choses, mais nous ne nous intéressons pas à la façon dont notre corps reste vivant. Donc nous faisons l'expérience d'être vivant au moment où justement notre santé est compromise par un détraquement de poids. Nous ne le savons pas. Le médecin, lui, dit « Je reconnais un objet potentiel chez vous, cet objet, on ne sait pas quel rapport il a avec vous, je peux le traiter parce que c'est un objet. Je peux le traiter parce que ça n'est pas vous. » Et donc, l'expérience de l'hôpital, je prends l'expérience de l'hôpital, je prends d'autres, est une expérience fondamentale. Car c'est l'expérience de l'écart entre la chose en soi, à savoir moi qui souffre, et l'objet, à savoir l'ensemble des organes qui vont être traités par les moyens de la technologie. Quand je suis à l'hôpital, je mets entre parenthèses tout ce qui n'est pas un objet pour le service spécialisé qui me traite. Et à ce moment-là, je fais l'écart entre ce que je suis et l'objet en moi. Alors, il y a d'autres cas où nous faisons cette épreuve. Je me suis intéressé, un exemple tout à fait admirable, c'est notre statut de consommateur économique. C'est-à-dire que, je dis des banalités, je le dis rapidement, ce sont des banalités qui sont évidentes, la vie économique est basée sur une schizophrénie complète. D'une part, nous sommes supposés être des agents économiques, c'est-à-dire que nous sommes supposés calculer selon nos possibilités d'investissement les meilleurs choix économiques. Et donc, apparemment, nous sommes l'homo economicus, c'est un homme qui calcule ses besoins et qui cherche à les satisfaire au meilleur coût, ou au meilleur rapport qualité-value. C'est ce que nous sommes censés faire. Et d'une certaine manière, les économistes raisonnent sur cette hypothèse. À savoir que l'ensemble des consommateurs agissent de la manière la plus rationnelle possible, statistiquement au bout du compte. Ils agissent de la manière la plus rationnelle possible. C'est pour ça qu'il y a une espèce de science économique avec certaines régularités, avec des courbes à peu près constantes et qui mettent de la rationalité dans le marché. Et alors, le reste, le marché spontanément le fait. Supposons que le marché soit spontanément à un niveau statistique rationnel et que nous soyons au pluriel, et, en tenant compte du temps, des constantes statistiques, que nous soyons globalement des agents économiques rationnels. Nous sommes dans ce cas des objets utilisables, étudiés, qui peuvent être étudiés par la science économique. La science économique suppose, pour qu'elle puisse parler, que nous sommes, tant les producteurs que les consommateurs, que les investisseurs, nous sommes des agents rationnels. C'est l'hypothèse de base. Je ne conteste pas cette hypothèse, mais je remarque, on peut la contester naturellement, je ne vais pas le faire, je vais simplement dire que la vie économique contredit ce schéma. Pourquoi? Parce que la vie économique, c'est-à-dire la production de biens dont la production ne se justifie que parce qu'ils sont les biens sur un marché qui sont achetés. Donc la production elle-même dépend de la consommation. Or la consommation est favorisée par un raisonnement économique exactement contraire, qui consiste, c'est la publicité sous toutes les formes, qui consiste à nous convaincre que nous avons intérêt à acheter ce dont nous n'avons pas besoin. Si nous devons vraiment acheter quelque chose, il vaut mieux acheter quelque chose de surdimensionné, de beaucoup trop cher et de beaucoup trop luxueux, dont nous n'avons aucun besoin. Donc, en fait, le succès économique consiste à dire, vous êtes des agents rationnels, donc vous allez acheter irrationnellement un produit qui ne correspond pas à votre besoin. Donc, nous devrions tous rouler en vélo ou avoir des petites voitures, et c'est très difficile de résister à la tentation d'acheter une Maserati. Lancia, une voiture un peu différente. Et c'est la base d'un bon marketing.